Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 3 novembre. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. La grande braderie des commerçants de Monaco a ouvert ses portes aujourd'hui et pour tout le week-end. Coup de projecteur sur le premier workshop Capitain's Club Super Yacht consacré à l'impact de l'industrie du yachting. La queue du Mickey, voici le titre de la pièce jouée au Théâtre Princesse Grace hier au soir. L'histoire d'une bande de malheureux à la recherche du bonheur. Football et la conférence de presse d'avant-match. L'AS Monaco reçoit Guingamp ce samedi. Et en fin de journal, notre invité du week-end, Robert Calcagno, le responsable des campagnes des explorations de Monaco. Et on débute ce journal avec le bon plan shopping du week-end. La braderie des commerçants de Monaco ouvre ses portes dès vendredi pour 3 jours sous le chapiteau de Fontvieille. Vanessa Dessy vous en dit plus. À toutes et à tous, bienvenue pour cette 21e édition de la braderie de Monaco. Tous les commerçants vous accueillent, venez, rejoignez-nous. Accessoires, prêt-à-porter, vêtements pour enfants, articles de sport, mais aussi objets de décoration et même voitures. Le tout à prix cassé. La 21e édition de la braderie des commerçants a ouvert ses portes ce vendredi. On a beaucoup de prêt-à-porter, de la décoration, du ski, des articles de mode. Voilà, il y en a pour tous les goûts, un peu de mode enfant aussi, des chaussures, de la maroquinerie, enfin un peu pour tout le monde, à des prix évidemment imbattables, avec des grandes marques aussi, du prêt-à-porter de luxe, etc. C'est uniquement pour les commerçants de Monaco qui soit ont du stock, soit doivent faire du déstockage, soit font une opération spéciale avec l'un de leurs fournisseurs, etc. Pour les enfants, maquillage gratuit et coloriage sont au programme. Fidèle à ses habitudes, l'UQAM soutient des actions caritatives en accueillant quelques stands d'associations. Durant 3 jours, les commerçants de la Principauté sont réunis dans la bonne humeur. La braderie, c'est l'endroit pour pouvoir un peu brader les choses de fin saison et pour pouvoir contacter les clients qu'on ne voit pas tous les jours peut-être. L'objectif, c'est de travailler bien, j'espère, et de pouvoir vendre tous nos cachemires qu'on a ici. Ça représente notamment pour M. Tournier de brader des articles sur le ski, les pantalons, le textile, les chaussures, un peu tout. Ça permet d'écouler les stocks et après de renouveler pour l'année prochaine. C'est un moment de l'année où on a la possibilité déjà d'avoir une clientèle quasi monégasque. C'est sympa parce qu'il y a des bons commerçants. Les stocks quand même restent qualitatifs. Cette année, je trouve qu'il y a un plus-value au niveau des enseignes aussi. Il n'y a pas vraiment les nanars, il y a quand même des enseignes qui représentent vraiment les commerçants monégasques. La 21e édition de la braderie des commerçants de Monaco refermera ses portes ce dimanche soir. L'impact de l'industrie du yachting, c'était l'objet de ce premier Capitain's Club Super Yacht Workshop organisé au Yacht Club de Monaco. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi ont assisté à l'une des conférences consacrées à l'environnement. Voyez le reportage. Ils travaillent avec eux tous les jours, ils sont leur première source de revenus. Les océans étaient au cœur de ce premier workshop organisé au Yacht Club de Monaco. Pendant 2 jours, les 3 importantes associations de capitaines ont pu échanger autour de sujets d'actualité concernant leur profession. La première journée était quant à elle consacrée aux enjeux environnementaux et aux solutions pour préserver les océans. Nous avons une réglementation. Déjà, il faut la bien respecter. Mais aussi, pour un bateau qui fait un passage atlantique, à la distance de 12 000, il peut jeter en mer n'importe quoi. Sensibiliser au capitaine qui peut quand même éviter ça. Pour quand nous avons des grands bateaux, il y a des endroits frigos où on peut mettre la poubelle, sélectionner la poubelle, et ce n'est pas la peine que tu la jettes en mer, tu peux la garder juste à destination, comme ça après tu la débarques dans la bonne manière. Vous imaginez, ici aujourd'hui il y avait presque 80 capitaines. Qu'est-ce qu'ils sont si on fait une éducation comme ça, qu'est-ce qu'on peut limiter les dégâts en mer? 260 personnes étaient réunies au cours de cette journée. Monaco, port d'attache privilégié des super yachts, était le cadre idéal pour cette réunion. Monaco, c'est la location idéale pour nous parce que si on parle de l'environnement, l'attention à l'environnement marine, les océans, la sauvegarde, la pollution et le respect, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le mot-clé. En fait, nous, comme capitaine, parfois, c'est un peu dur parce qu'il faut chercher de faire quelque chose pour l'environnement et suivre. Malheureusement, on travaille dans une activité et donc on doit faire en profiter de l'ambiance. Et donc,
l'environnement extérieur, c'est ce qui nous fait travailler. Donc il faut le respecter. Les mentalités évoluent, les jeunes sont de plus en plus sensibles à la cause des océans. L'association italienne Yacht Masters, qui était à l'origine de ce workshop, vise particulièrement les jeunes capitaines pour éviter qu'ils reproduisent les erreurs du passé. De l'humour hier au soir sur la scène du théâtre Princesse Grasse avec la pièce La queue du Mickey, mise en scène par Florence Muller et Éric Verdun. C'est l'histoire d'une bande de malheureux à la recherche du bonheur. Pour y parvenir, ils testent des ateliers de joie et essayent de trouver la recette pour enfin être heureux. Reportage de Dominique Poulain. 3 hommes, une femme et Jackie Kennedy ont une vie compliquée et forcément ne sont pas très heureux. Ce petit groupe d'anonymes tente alors avec beaucoup de maladresse, d'inconscience et plus ou moins de réussite de fuir le malheur. Ils essaient d'élaborer un plan pour enfin être heureux. Quand vous étiez jeune, vous n'avez pas été dans les manèges où on attrapait la queue du Mickey et ça voulait dire qu'on avait un tour gratuit. Et un tour gratuit, c'était la parabole par rapport au bonheur. Quand on avait décroché la queue du Mickey, on pouvait repartir pour une autre chance dans la vie. Et vous, pourquoi vous cherchez à attraper cette queue ? C'est une métaphore, oui, qu'on a trouvée sur essayer d'attraper le bonheur. Voilà. On a essayé de travailler là-dessus, d'écrire une comédie qui parle de ce projet complètement fou, complètement dingue, d'essayer d'être heureux. Et on s'est dit que c'est ce geste-là, d'essayer d'aller en hauteur, de se lever dans le petit manège de la vie pour essayer de décrocher la timbale, c'était une jolie image qui racontait bien ce mouvement-là, cette audace, ce courage qu'il faut pour essayer de dire je vais être heureux dans ma vie. Voilà, parce qu'on voulait combattre l'idée qui est le bonheur. Je t'ai reconnu au bruit que tu as fait en partant. Donc on voulait... En claquant la porte. C'est avant tout une comédie. On a imaginé 4 petits personnages qui sont assez clownesques, mais assez émouvants en même temps, qui se réunissent régulièrement. Un peu à la manière des alcooliques anonymes, sauf que ce seraient des malheureux anonymes. Donc ils essayent de décrocher du malheur, mais ils ont du mal. Et ils essayent donc des petits ateliers, des petits exercices, et pour essayer de se soigner du malheur, pour essayer de trouver la recette miracle. Évidemment, il n'y en a pas, mais en cherchant, en s'épaulant, en essayant de s'aider les uns les autres, en fait, ils trouvent quelque chose quand même. Voilà. Et on se disait aussi que d'arriver à rigoler de tout, parce qu'il faut quand même rire quoi qu'il arrive, rire quand même. C'était une façon thérapeutique de lutter contre la morosité ambiante et qu'on s'identifie à ces gens-là qui sont un peu décalés, un peu paumés. Oui, il y a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est l'humour, c'est quand on rit quand même. Voilà. Et ça définit bien l'esprit du spectacle, c'est-à-dire qu'on rit du malheur des autres, et riant du malheur des autres, on trouve un petit peu de joie et un petit peu de paix. Mais on se rend compte que c'est dans la collectivité qu'ils arrivent à trouver le bonheur. Ça, c'était vraiment un truc qu'on voulait dire aussi. Dès la fin de la représentation, le spectacle se poursuit avec l'opération Bord de scène. Le public est invité à échanger avec les artistes. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. L'association Monaco Jazz Chorus organise un concert le mercredi 8 novembre au Théâtre des Variétés dès 20h30. La soirée s'articule autour du gospel à l'Offre suprême, la foi dans le jazz. Le concert permettra d'entendre un certain nombre de musiques, donc depuis les gospels bien connus jusqu'à l'Offre suprême de John Coltrane. Sur scène, des saxophones, du piano, de la contrebasse et de la batterie. Après la Ligue des Champions, les footballeurs monégasques retrouvent le championnat ce week-end à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. L'ASM accueille au stade Louis II Guingamp. L'objectif, rester sur le podium ou en tout cas dans les roues du leader, le PSG. Monaco Info a assisté au dernier entraînement et à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. De retour d'Istanbul, l'AS Monaco replonge ce samedi dans le championnat à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Les Monégasques accueillent Guingamp et voudront terminer leur semaine en beauté après leur victoire à Bordeaux samedi dernier, la 2e de rang après un succès face à Caen quelques jours plus tôt. Certes, face à Beşiktaş, Monaco a décroché un nul frustrant, mais dans le contenu, il y a de quoi être optimiste. On a parlé tous ensemble quand on a vu les moments de difficulté, on a fait une belle réunion et maintenant, sur le terrain, on est plus costaud. On joue ensemble comme une vraie équipe et ça change tout. On a montré de très belles choses.
même à Besiktas, qu'on a fait match nul. C'est pas bien pour le moment qu'on est dans la classifique, mais à chose normale, faire match nul à Besiktas, c'est un très bel résultat, je crois. Et en plus, on méritait de gagner. Les Monégasques sont toujours invaincus au Stade Louis II en championnat avec 4 victoires et un nul. En face, une équipe bretonne en perte de vitesse avec une seule victoire lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1. Guingamp qui reste par ailleurs sur 4 défaites consécutives à l'extérieur. Pourtant, Leonardo Jardim se montre à la fois prudent et déterminé. C'est une équipe costaud physiquement, avec un milieu très costaud, les attaquants aussi avec de qualité, d'expérience. Il toujours va nous essayer de créer des problèmes, mais nous avons besoin de notre maison, comme toujours aussi. Et essayer de faire un match positif avec beaucoup d'attitude, que ça c'est important. Le moment que nous avons 6 ou 7 dehors, nous avons besoin de plus d'attitude pour essayer de prendre les 3 points. Pour cette rencontre, Leonardo Jardim sera privé des services de Gemerson, suspendu, ainsi que de Djibril Sidibé et Thomas Lemar, tous deux blessés. Radamel Falcao, en phase de reprise, n'est donc pas encore à 100% de ses capacités et doit lui aussi déclarer forfait. Et notre invité du week-end aujourd'hui, Robert Calcagno, bonjour. Bonjour Fabien. On va pas particulièrement parler du musée avec vous, mais plutôt des explorations de Monaco, parce que vous êtes le responsable des campagnes. On parle beaucoup des explorations de Monaco, notamment sur notre chaîne. Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce que sont ces explorations, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le IR5? Qu'est-ce que les explorations de Monaco? Les explorations de Monaco, c'est une affaire qui a commencé tout récemment, il y a un peu plus de 100 ans de cela, puisque le prince Albert Ier lui-même avait piloté 28 campagnes océanographiques. Vous connaissez l'engagement de notre souverain, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, pour la protection de l'océan, et il a une conscience intime que pour bien protéger, il faut bien connaître. Non seulement ceci est valable pour toute l'humanité, mais c'est aussi valable pour lui, et il nous a encouragés depuis maintenant plusieurs années à réfléchir à un nouveau programme d'exploration qui nous permette de mieux comprendre et qui lui permette de mieux découvrir, avoir des contacts avec les organismes scientifiques du monde entier afin de mieux protéger les océans. Et c'est une campagne donc qui est particulière. On peut dire que c'est la renaissance de cette campagne. On peut dire que c'est la renaissance, effectivement, et c'est une campagne qui est pilotée par un chef d'État, tout à fait exceptionnel et unique, et c'est une campagne qui allie la science, mais aussi la conscience. Les recherches scientifiques, locales et longitudinales, et aussi la médiation, l'information, le fait de convaincre les personnes, de leur donner l'information pour mieux connaître et protéger les océans. Et là, donc, tout se passe sur un bateau, le IR5. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qui est fait sur ce bateau? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces explorations? Alors la campagne se passe bien sûr sur le bateau, mais aussi en dehors du bateau. Et il y a un travail au quotidien avec des centres de recherche dans le monde entier qui se fait, des contacts politiques. La Fondation Prince Albert II est très active dans ses contacts politiques avec les chefs d'État de très nombreux pays que le IR5 va visiter. Quand l'exploration de Monaco se retrouve sur le IR5, il faut bien comprendre que c'est le fruit d'une longue période de préparation. Et à ce moment-là, le IR5 va accueillir donc à son bord des équipes scientifiques locales, des équipes scientifiques que nous qualifions de longitudinales, c'est-à-dire des équipes qu'on va retrouver à plusieurs endroits tout au long de la route du IR5, mais aussi pourquoi pas le président du Cap-Vert, le président du conseil gouvernemental de Madère pour discuter, rencontrer, prendre des décisions. Alors, je suis allé du coup sur le site des explorations de Monaco. Il y a marqué mission 1 Macaronésie. Je vous avoue, je suis allé après sur Internet, j'ai tapé Macaronésie et j'ai vu que c'était un ensemble d'îles, des Açores, de Madère, des îles Canaries et des îles du Cap-Vert. Pourquoi la mission 1
s'est penché sur ces îles-là? Alors une réponse simple, c'est des îles qui ont été explorées de façon très importante par le prince Albert Ier, qui a découvert des éléments d'information et d'enseignement tout à fait importants. Le poisson le plus profond du monde à son époque a plus de 6000 mètres de profondeur. Et le prince Albert Ier a également laissé un legs, une histoire, une renommée, une notoriété très importante dans ces îles. Donc de façon, je dirais, tout à fait naturel, le souverain a souhaité que nous commencions les explorations de Monaco sur ces terres, que sont ces eaux plutôt, que son trisaïeul, son ancêtre, avait explorées. C'est la raison principale pour laquelle nous avons commencé à l'archipel du Cap-Vert et l'archipel de Madère. Alors j'ai vu justement par rapport à cette mission Macaronésie, il y a quelques chiffres clés, 53 jours de mission, 3150 milles nautiques parcourus sur 2 archipels, donc vous l'avez dit, Madère et le Cap-Vert, 64 personnes accueillies à bord du Yersin, entre des scientifiques, des responsables d'ONG et 12 opérations scientifiques. Est-ce que l'on peut déjà dresser un bilan de cette mission? Le bilan est extrêmement positif. Il faut reconnaître que c'est la mise en route des explorations. Donc, nous avons encore de nombreux réglages à faire. Le Yersin est en ce moment même en Martinique, où il est équipé de nouveaux équipements scientifiques qui nous seront utiles pour continuer. Mais d'ores et déjà, avec un Yersin qui n'était pas entièrement équipé, le résultat est extrêmement positif. L'accueil politique a été très fort. Dans les 2 cas, les chefs d'État des 2 pays visités, le Portugal et le Cap-Vert, ont reçu le souverain, ont échangé. Le président du conseil gouvernemental des Madères a passé 2 jours et demi sur le Yersin avec le souverain, à échanger, à être sensibilisé, à comprendre pourquoi il était important de renforcer la protection de l'aire marine protégée des Desertas ou des Selvagens. Le président du Cap-Vert s'est mobilisé, est venu sur le Yersin. Donc un très bon accueil politique et un accueil enthousiaste des équipes scientifiques locales qui attendaient le coup de main, mais aussi le coup d'éclairage qu'apportait le Yersin, piloté par un chef d'État, le prince Albert II, pour débloquer un certain nombre de recherches scientifiques et aussi les mettre en valeur, les faire connaître. Alors après la Macaronésie, vous l'avez dit, les Caraïbes, quelle est la suite de ces explorations? Alors donc, nous avons profité du transit entre la Macaronésie, le Cap-Vert et les Caraïbes, la Martinique, pour faire une opération dite opération Sargasse. Depuis une dizaine d'années à peu près, les sargasses, ce sont des algues qui créent de véritables radeaux. Il y a des amas d'algues qui arrivent et quand ces algues arrivent sur les îles des Caraïbes, poussées par le vent, elles viennent s'amonceler sur les plages, pourrissent, dégagent des gaz toxiques et sont très mauvaises pour les îles. Ça coûte beaucoup d'argent pour les traiter, les incinérer ou autres. Donc nous avons profité de ce transit pour mieux étudier les sargasses et nous avons pu faire des mesures scientifiques mais aussi de très belles images où on voit la lumière du soleil traverser ces radeaux de sargasses et puis de très beaux poissons pélagiques qui utilisent un petit peu cet abri. Et donc les résultats sont amenés en Martinique. Il va y avoir des réunions d'échange, des conférences avec les élus locaux, avec la population. Nous en aurons certainement aussi à Monaco, peut-être au moment de la Monaco Ocean Week en avril 2018. Donc les sargasses. Pendant quelques semaines, de nouveaux équipements scientifiques sont installés sur le Yersin et puis après, direction le Pacifique. Donc au mois de mars 2018, le Yersin sera en Colombie et ira notamment sur l'île de Malpelo, un très beau sanctuaire très connu pour ses requins, puis ensuite aux Galapagos. Ensuite, il y aura la traversée du Pacifique vers la Polynésie française. Voilà encore de belles explorations en perspective. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On passe à la météo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.
Samedi, temps assez beau le matin, plus nuageux en seconde partie de journée, température comprise de 15 à 19 degrés. Dimanche, pluie et risque d'orage dans la nuit et le matin, un ciel moins chargé l'après-midi. Lundi, le temps se rafraîchit, température matinale 11 degrés, les maximales jusqu'à 16 degrés. Mardi, amélioration du temps, soleil et quelques nuages, un temps très frais le matin. Mercredi, nuages et apparition du soleil, faible risque de pluie, température proche des normales.